Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 des Merveilleuses. Aujourd'hui, j'accueille Audrey Huet. Alors Audrey quitte son job de salariée d'une multinationale en 2018 pour aller là où bat son cœur, pour réaliser son rêve, donc créer des bijoux. Après une formation aux arts et métiers et un diplôme de gémologue, elle lance donc sa marque de joaillerie artisanale et 100% belge, Audrey Huet Joaillerie. Audrey dessine elle-même ses collections et sélectionne les pierres. Le tout est entièrement personnalisable, que ce soit la pierre elle-même ou la couleur de l'or. Dans cet épisode, Audrey nous raconte bien sûr son histoire, de son job de salariée dans lequel elle se fanait, comme elle le dit elle-même, jusqu'à sa nouvelle vie d'entrepreneur dans laquelle elle s'épanouit aujourd'hui. Une femme d'action, créative, énergique et courageuse qui n'a pas peur de relever les défis et explorer des terres inconnues. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à retrouver Audrey. À très bientôt. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci pour ton accueil. Je propose qu'on commence par un petit quiz pour apprendre à mieux te connaître en quelques mots, si tu en es d'accord. Oui, tout à fait. Je vais appeler ça sur le grill, hein. Pour me mettre à l'aise, tu dis. Il n'y a rien d'indécent, donc voilà. Est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Plutôt thé. Soleil ou neige ? Soleil. Freestyle ou organisé ? Organisé. Et ville ou campagne ? Ville. Merci de t'être prêté au jeu. Alors, dis-nous, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, j'habite à Bruxelles avec mon amoureux et nos 2 enfants. Et je suis créatrice de bijoux 100% fabriqués en Belgique. Et donc, comment s'est présenté le choix de la bijouterie ? Parce que je crois que c'est une passion assez récente finalement. Oui, c'est assez récent. J'ai toujours aimé les bijoux. Donc, il y a plus de 10 ans, je faisais moi-même des bijoux fantaisie. Donc, j'assemblais des perles, j'allais chiner dans des brocantes pour trouver des perles en bois, en verre, tout ça. Donc, j'ai toujours aimé les bijoux et plutôt les bijoux fantaisie parce que je trouvais que c'était beaucoup plus audacieux au niveau des formes, c'était plus coloré, c'était plus osé. Et donc, c'est très rigolo parce qu'en fait, les bijoux, les 10 beaux bijoux en or, ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais ça assez conventionnel, souvent la même chose. Et voilà. Donc c'est par le bijou fantaisie que j'ai commencé vraiment à apprécier les bijoux. Et puis j'ai commencé une formation aux arts et métiers vraiment dans le but de faire des choses par moi-même. Mais pas du tout dans l'idée de faire des choses chères. Donc, j'étais encore dans l'esprit de faire des belles choses avec mes mains, avec du laiton, donc vraiment des matériaux sans grande valeur. Mais voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du bijou, c'est vraiment par le côté coloré, ludique et esthétique. Et donc, avant de tomber, entre guillemets, dans la bijouterie, tu as fait tout à fait autre chose, hein. Tu as été salariée pendant quelques années. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience, ton parcours de salarié ? Oui. Donc, j'ai un parcours assez classique dans le sens où j'ai fait des études universitaires en sciences politiques et puis j'ai travaillé une grosse dizaine d'années dans des multinationales, d'abord dans le tourisme et puis le pharmaceutique et ensuite dans le secteur automobile. Et voilà, c'était un peu une période où j'aime bien résumer ça par l'expression
être sur le toboggan de la vie. Donc je me suis laissée glisser au fur et à mesure des opportunités que j'ai acceptées. Donc j'ai accepté des boulots en fait sans trop me poser de questions, sans savoir si c'était quelque chose qui était fait pour moi, mais vraiment, voilà, je suis assez flexible et assez, je m'adapte pas mal aux environnements et donc j'ai jamais eu trop de difficultés à apprendre et donc je me débrouille toujours bien. Il y a juste un moment où ça bloque où je me dis mais ok, maintenant c'est bon, j'ai compris. What's next quoi. Et donc j'adore les débuts. Et puis après, j'ai vite commencé à tourner en rond. Et donc voilà, ça a commencé à bloquer après une grosse dizaine d'années, on va dire. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as commencé cette formation et puis finalement tu t'es lancé donc dans la bijouterie? Quel a été le déclencheur? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Je pense qu'il y a l'avant et après maman. Je pense qu'une fois qu'on devient maman, clairement, on a moins de temps pour soi. Et alors là, j'ai vraiment eu un besoin de trouver du sens et du plaisir et de l'énergie dans ce que je faisais au boulot, donc dans mes expériences professionnelles passées. Et clairement, je trouvais pas, voilà, j'ai pas trouvé cette énergie dont j'avais besoin. Oui. Donc voilà, il y a eu un espèce de terreau. Une fois que j'ai commencé à devenir maman, il y a eu un terreau, si tu veux, qui a commencé à vraiment se fabriquer autour de moi, de me dire bon, ouais, enfin, j'étais pas convaincue. Et je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Donc, il y a ce terreau qui était très important pour l'émergence, d'avoir envie de faire autre chose. Et puis, j'ai toujours été assez lucide. Hein, donc, il y a un moment, je pense qu'il y a eu des discussions où le futur était très clair pour moi. Soit j'acceptais la situation dans laquelle j'étais et j'allais devenir aigrie, frustrée, râler sur tout. Et finalement, j'allais accepter, et ça c'est le pire, j'allais accepter de me voir régresser. Donc, j'étais consciente que j'allais, en restant là où j'étais par peur, hein, donc ne pas oser changer, j'allais accepter de devenir la pire version de moi-même, quoi, vraiment de pas être fière de ce que je fais, de pas être motivée, de pas avoir envie de se lever. Donc, j'ai pas fait de dépression, hein, c'est pas ça. Pas de burn-out non plus. Mais je commençais à faner et je le sentais. Et j'avais pas encore 40 ans. Et je me disais, si je dois tenir jusqu'à 67 ans, je pense que ça va pas le faire. l'image de moi à 67 ans, là, franchement, ça me foutait un cafard pas possible. Et puis un jour, là, je me rappelle, là, il y a eu un déclic où... donc tout ça, c'était vraiment l'histoire du terreau. Hein. Je te dis vraiment, il y a eu plein de choses qui sont passées qui ne me convenaient pas. Et puis un jour, là, je me rappelle très bien, il y a un de mes collègues qui me dit, mais enfin, Audrey, on n'a pas 40 ans, tu es vraiment trop exigeante parce que tu vois, on roule dans une très très belle voiture, une belle voiture de fonction. Donc tu peux considérer qu'on a réussi notre vie. Oui, de quoi te plains-tu? Tu es trop Et là, j'ai halluciné. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Moi, rouler en belle voiture, c'est pas du tout l'objectif de ma vie. C'est pas comme ça que je définis ma réussite professionnelle, ni mon épanouissement. Donc là, je me suis dit, ok, bon, pour lui, c'est ça, tant mieux. Mais pour moi, c'est en tout cas pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de répondre à cette question, parce que c'est très facile pour moi de dire ce que je ne veux pas, mais dire ce que je veux, c'est vachement plus compliqué pour moi, en tout cas. Donc voilà, ça c'est un déclencheur ponctuel où je me suis dit, maintenant il est temps. Ouais, c'est le cas de beaucoup de personnes. Je pense que, bon, parfois commencer par ce qu'on ne veut pas, justement, c'est ce qui nous met sur le chemin. Hein. Et puis bon, les choses se clarifient au fur et à mesure finalement qu'on essaie des choses, qu'on fait des découvertes, qu'on apprend aussi sur soi-même. Et puis voilà. Mais donc tu as trouvé ta voie, notamment dans la gémologie. C'est ça qui t'a vraiment passionné aussi dans cette formation aux arts et métiers. Oui. En fait, là, je suis tombée par hasard. Donc, au début, les arts et métiers, c'était vraiment dans l'idée donc, je profitais d'un congé parental en me disant, voilà, j'ai un jour off par semaine pendant 15 mois. Je vais faire quelque chose pour me faire plaisir, pour sortir de ma bulle, découvrir autre chose. Ça, c'est un truc que j'adore faire, c'est de me parachuter dans un environnement que je connais pas pour voir, pour découvrir, pour apprendre sur les autres, sur moi. Et donc, à ces cours de bijouterie joaillerie, il y avait un cursus voilà, avec différentes matières. Et j'ai eu un cours effectivement d'initiation à la gémologie. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était que les pierres. Bah oui, rubis, émeraude, saphir, diamant.
comme tout le monde, j'avais une vague idée. Mais là, ce cours de gémologie m'a vraiment fait découvrir un monde que je ne soupçonnais pas. Et donc, j'ai découvert les capes dites précieuses, mais surtout tout le reste dont on ne parle pas beaucoup, enfin maintenant de plus en plus, mais surtout qui n'est pas beaucoup représenté en joaillerie. Et là, j'ai vu une occasion vraiment de faire autre chose, donc de garder vraiment le côté traditionnel et qualitatif de la bijouterie, enfin de la haute joaillerie, mais avec des pierres beaucoup moins connues, beaucoup moins utilisées et qui sont tout aussi belles et voilà, pour lesquelles j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, quoi. Ouais. Et donc tu nous as dit en intro, donc tu fais de la bijouterie, donc des bijoux artisanaux, 100% belges. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes créations, ce que tu fais comme type de bijoux, comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que c'est des collections plus standardisées? Oui, donc en fait, moi, dans le processus, j'ai 2 casquettes. Je dessine les bijoux et je suis gémologue, donc je vais chercher les pierres. D'accord. Pour le moment, à Anvers et j'espère un jour plus tard à Bangkok. Mais donc voilà, moi, je dessine et je sélectionne les pierres. Et une fois que j'ai fait tous les dessins, de haut, de profil, de côté, et que j'ai trouvé la pierre pour ce bijou, alors je dépose le tout dans un atelier qui réalise la fabrication. Donc voilà. D'accord. Et effectivement, je travaille donc avec de l'or 18 carats, qui est l'or, la qualité d'or la plus utilisée pour la haute joaillerie. Je travaille avec des pierres dites semi-précieuses, mais bon, là, c'est un sujet, donc on peut en parler ou non, mais donc voilà, donc des pierres de couleur. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ce sont des collections personnalisées. Donc moi, je propose des bijoux et la cliente peut choisir dans ma collection un bijou et alors le remplacer la couleur de l'or. Donc si elle préfère l'or blanc, alors on fait cette version-là en or blanc avec une pierre bleue, rose, verte en fonction de son budget, de ses croyances, de ses envies ou simplement de sa carnation. Et alors pour le sur-mesure, ça m'arrive aussi de dessiner quelques créations sur mesure sur base d'une pierre qu'on veut récupérer parce que c'est une pierre de famille ou autre chose. Donc, mais ce que je fais le plus, c'est vendre les bijoux de ma collection. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu les commercialises? Est-ce que tu as une boutique ou est-ce que tu utilises d'autres réseaux de communication ou un site internet? Comment ça se passe? Oui, j'ai un site internet avec un site e-commerce, donc je peux vendre en ligne. J'ai une boutique chez moi dans laquelle je reçois sur rendez-vous. Je participe pas mal à des pop-up stores ou bien des ventes privées ou voilà, j'expose dans des vitrines dans des hôtels aussi, donc et les réseaux sociaux aussi forcément. Donc, j'en parle en dernier, mais en fait c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais voilà, donc c'est assez varié. Et moi, la partie que je préfère, c'est vraiment la partie où je rencontre les gens. Donc vendre un bijou sur Internet, c'est ce qui m'amuse le moins. Moi, j'aime bien voir la personne. J'aime bien surtout être là quand la personne ouvre l'écrin. Je vois immédiatement si elle est satisfaite, pas satisfaite, enfin voilà. Donc j'aime bien d'être là pendant toutes les étapes en fait de la relation. Et par curiosité, entre la conception, donc tu dis, voilà, je dessine le bijou, je choisis la pierre et puis je l'envoie en atelier pour la fabrication. Ça prend combien de temps au final, tout ça? Ça prend entre 4 et 6 semaines. Ça dépend. Okay. Voilà, ça dépend si ce sont des pierres difficiles à trouver, voilà, ça dépend de plein de choses, mais entre 4 et 6 semaines, oui. Une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent quand ils se lancent, c'est « Oulala, comment est-ce que je vais trouver mes premiers clients ?» Est-ce que c'est une question que tu t'es posée et comment est-ce que tu as abordé la question? Comment tu as fait? Je pense que ça se fait naturellement. Je vais dire que les premiers clients, forcément, sont des gens que tu connais. Donc, c'est ta famille, tes amis. Voilà. Et moi, je suis la première ambassadrice de mes bijoux. Donc, je porte toujours ce que je fais. Mais donc, effectivement, les premières personnes à qui j'ai vendu un bijou, c'était mon réseau proche, je vais dire. Et puis, c'est une période que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, les débuts comme ça, où tu sais pas très bien si les gens achètent pour te faire plaisir ou si c'est parce qu'ils aiment vraiment. Je trouve que c'est pas une période très confortable. Mais bon, voilà, je suis très reconnaissante de toutes celles et ceux qui m'ont soutenue.
Mais et puis après, je vais dire quoi, les réseaux sociaux et puis le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça c'est la meilleure pub pour moi. Je trouve que c'est voilà. Et alors, ce que je fais beaucoup, c'est que j'hésite pas à m'exposer. Donc, moi, je suis une ancienne grande timide, hein, donc c'était un peu le combat, mon combat premier. Donc, vraiment s'exposer, mais que ce soit pour faire des conférences, que ce soit pour passer à la télé, passer à la radio, répondre positivement à des demandes de podcast. Oui. Donc, vraiment, je pense que faire parler de soi voilà, et que je parle de ce que j'aime. Après, ça vient naturellement, je pense. Il y a une fois, enfin, au tout début, parce que j'avais mon mari qui est commercial et donc il me disait, mais enfin, ce serait quand même pas mal que tu fasses de la prospection cold calling, donc vraiment téléphoner à des gens que je ne connais pas pour me présenter. Oui, ça, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, vraiment galère. Très, très, très dur. Donc, je l'ai fait quelques fois. J'ai transpiré beaucoup, beaucoup. Ça a marché pour certains. Enfin, voilà, c'était sympa d'essayer. Enfin, sympa, c'est pas le terme. C'était instructif d'essayer. Je dis pas que je le referai pas, mais maintenant, ce que je fais, je préfère alors demander des noms de contact à des clientes ou voilà, des recommandations. Et voilà, des recommandations en disant, ah ben tiens, est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait aimer ce que je fais? Est-ce que je pourrais avoir son contact? Et alors là, je le fais avec beaucoup plus d'aisance que du cold calling. Donc, prospection, je le fais, mais plus comme ça à froid. Non, ça me ressemble pas, ça marche pas. Mais voilà, j'ai appris les trucs et ça a marché quand même. Donc, je peux pas dire que j'ai pas été récompensée, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Un gros effort, oui, non, mais ça c'est évidemment difficile parce qu'on a peur. Enfin, on a peur de s'entendre dire non, de toute façon. Et donc, c'est vraiment un dépassement. Mais bon, on apprend beaucoup sur soi, ça c'est vrai. Ça c'est ça c'est un fait. Et justement, voilà, c'était pas quelque chose que tu faisais naturellement. Est-ce que tu t'avais préparé un speech avec des arguments? Comment tu t'y prenais en fait? Parce qu'un bijou, c'est hyper personnel. Non, en fait, je téléphonais, je me présentais, donc évidemment, tout était écrit, hein, il y avait zéro impro dans ce que je disais, je pense que je tremblais dans ma voix, donc c'était tout sauf naturel. Mais donc, en gros, l'idée, c'était de me présenter, mais donc, effectivement, on peut pas montrer un bijou par téléphone, mais donc, l'idée, c'était de décrocher un rendez-vous chez elle, à son bureau ou chez moi, et que je puisse avoir plus de temps et effectivement montrer. Donc, l'idée du coup de fil, c'était de décrocher un rendez-vous. Hein. C'était pas de faire un laïus pendant 20 minutes et d'essayer de lui vendre un bijou par téléphone. Ça j'ai jamais... ça, j'y crois pas. C'était vraiment l'idée pouvoir obtenir un rendez-vous. Ouais. Et donc, tu mettais en avant le fait que c'était des bijoux artisanaux, 100% belges, donc les arguments distinctifs, en tout cas, dont tu nous parlais. J'étais une jeune entrepreneuse que, voilà, j'expliquais vite fait ma reconversion, quel était mon objectif. Ton histoire, ok. Oui, vite fait. Et alors, le produit 100% fabriqué en Belgique, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça résonne différemment qu'il y a 10 ans. Donc, c'est sûr, rien que ça, c'est déjà quelque chose d'attractif qui intéresse en général souvent les femmes, les gens en général. Mais... C'est intéressant aussi, comme tu dis, en introduction, tu as aussi raconté ton histoire. Comment est-ce que tu en étais arrivé là? Je pense que c'est aussi, voilà, on n'y pense pas toujours, hein, en tant qu'entrepreneur qui essaie de vendre, on pense plutôt à son produit, mais en fait, le contexte, qui on est, je pense qu'aujourd'hui, ça a énormément de valeur, en fait, dans la prise de contact et puis le lien qu'on crée ensuite avec les clients. Hein. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est surtout des clientes pour les bijoux. Oui. Qui est ta cliente idéale? Alors, ma cliente idéale, j'en ai pas. Je m'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que je vois une tendance quand même. Donc, les femmes qui viennent me voir, bon, j'ai parfois des hommes, mais c'est majoritairement des femmes. Ce sont des femmes de plus de 35 ans, 35 plus, 40 plus, qui travaillent et qui viennent chez moi seules, en fait. Qui viennent chez moi seules parce qu'en fait, elles ont envie de se faire plaisir, d'acheter un bijou qui n'est pas connoté convention. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les femmes ne viennent pas chez moi pour acheter une bague de fiançailles ou une bague de naissance, où ça c'est vraiment un projet, presque une tradition où on fait ça en couple et parfois avec belle maman dans les pattes, oui ou non. Mais donc voilà, moi j'ai vraiment pas tout ce bagage émotionnel qui interfère. Donc moi c'est vraiment des femmes qui viennent chez moi pour se faire un cadeau.
pour ou sans bonnes occasions. Enfin, toutes les occasions sont bonnes, mais je veux dire, c'est pas forcément pour un anniversaire, c'est pour se faire plaisir. Donc, c'est vraiment un bijou coup de cœur pour se faire plaisir. Donc, c'est beaucoup ça le profil des femmes qui viennent chez moi. Et donc, ce sont des femmes aussi qui savent ce qu'elles aiment, qui sont pas influencées par des grandes marques ou des égéries de grandes marques auxquelles elles auraient potentiellement envie de ressembler. Donc, c'est réfléchi et c'est instinctif et elles le font pour elles, quoi. Il n'y a pas vraiment d'interférence ni des copines ni du mari, enfin voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé au début? Enfin, je veux dire, quand tu t'es lancée en fait dans la création des bijoux, est-ce que tu avais fait une étude de marché? Est-ce que tu avais réfléchi à une stratégie ou c'est plutôt venu un peu au feeling comme ça et tu as découvert les choses au fur et à mesure? Oui, j'ai fait une étude de marché, mais plutôt pour savoir où mon produit se positionnerait. Donc, je suis partie de ce que moi j'aimais faire. Et il se fait que, voilà, moi, ce que j'aime faire, ce sont des bijoux qui plaisent aux 35+. Bon, j'ai moi-même 40 ans, donc c'est sûr que je suis en plus complètement dans ma cible. Je fais avant tout des designs de bijoux qui me parlent et j'ai pas essayé de créer... de remplir un trou, si tu veux. Je me suis pas dit, bon, voilà, il y a personne il y a pas de marque qui propose telle et telle solution, je vais m'y intégrer. Non, je pars de ce que j'aime. D'ailleurs, je sais pas faire un bijou, je ne sais pas dessiner un bijou que j'aime pas. Donc, je pars vraiment de moi, ce qui me parle, ce que j'aime et ce que j'ai envie de proposer. Donc, et puis après, ça plaît ou ça plaît pas. Et il se fait que celle à qui ça plaît, c'est ce genre de profil-là, mais c'était pas calculé, non. Oui, c'est ça. Ok, et donc, ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Donc, j'ai démissionné en 2018, donc ça va faire 4 ans. Bon, après, qui dit démissionner, après, il faut lancer toute la machine. Hein, donc, moi, donc dans les 4 ans, là, il y a 2 ans d'études en gémologie, et puis alors, il a fallu lancer la marque, trouver un logo, dessiner les premiers modèles, recommencer, parce que... Donc, je vends vraiment depuis 2 ans, je vais dire. Mm-hmm. Et est-ce que tu t'es fait accompagner dans ce processus on va dire marketing de ton produit? Oui, ponctuellement. Donc j'ai eu de l'aide, j'ai suivi des formations Instagram, donc là c'était ponctuel. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé une société de communication qui m'a aidé pour tout ce qui était logo, tout ce qui était ADN. Donc j'ai des aides ponctuelles, mais je suis pas suivie comme ça de manière quotidienne. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, par exemple. C'est un objectif. J'aimerais bien trouver je sais pas si on appelle ça un coach ou un mentor ou qui puissent m'accompagner de manière plus régulière dans mon processus. Donc, oui. Oui, donc aujourd'hui, tu fais tout seul, sauf évidemment la fabrication dont tu nous as parlé, mais sinon, tu travailles finalement seul. Hein. Oui. Et quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées dans ce trajet? Les principales difficultés que j'ai, c'est ou que j'ai eues, ce sont des difficultés mentales. Donc, quitter son boulot, alors on peut dire oui, c'est financier, mais ça c'est calculé dans le sens où voilà, tu fais tes calculs et c'est possible ou c'est pas possible. Mais les difficultés sont mentales et sont souvent dirigées par la peur. Donc c'est quoi? C'est peur de pas être légitime, c'est peur de pas plaire, c'est peur de ne pas vendre. C'est peur de rien proposer de très différent de ce qui existe déjà maintenant. Et donc, ce que je fais, c'est que je travaille sur mes peurs et je les affronte une à une. Donc, la peur de ne pas être légitime. Ah bon, pourquoi est-ce que j'ai pas peur de ne pas être légitime? Ah, ben parce que j'y connais rien. Ok, ben alors tu t'inscris en gémologie, tu fais des études de 2 ans et voilà. Donc là, je suis gémologue et j'avais besoin de ça pour me sentir légitime. Donc maintenant, la peur de ne pas être légitime, je l'ai plus, si tu veux. Oui. La peur de ne pas plaire, bon ben tu t'exposes, hein, tu t'organises des ventes, tu vois, ça marche pas, ben oui, ça marche un peu, hein, tiens. Et donc voilà, j'essaye de les déboulonner les unes après les autres. Donc peur de pas vendre, ben oui, tu fais une vente, tu vends. Donc la peur de pas vendre, ben elle n'est plus, il y a pas de raison d'être. Puis proposer des choses peur de ne pas proposer des choses qui sont très différentes, ben là tu as un feedback immédiat de tes clientes qui disent ah mais j'aurais pas trouvé ça ailleurs. Et donc celui-là, cette peur-là, elle est argumentée par tes clients et tes contacts, tu vois. Donc voilà, les difficultés c'est la peur et j'essaie de
pour moi, c'est terrible de me réveiller tous les jours avec le même problème. Hein. Même dans la vie quotidienne, il faut vraiment que j'évacue et que je passe à autre chose, que je sente que j'avance. Mais donc, c'est la même chose pour les peurs. Quand je travaille dessus, je l'évacue et puis je passe à la suivante, ancienne, suivante. Oui. Mais vraiment, il faut que je sente que j'avance, quoi. Donc, Oui. ouais. Bah, effectivement, enfin donc en fait, enfin ça passe par un travail évidemment d'analyse, de voir qu'est-ce qui me bloque à ce moment-là, puis surtout de passer à l'action. Si je comprends bien, ça c'est vraiment Ouais. ton remède. Hein. C'est vraiment d'agir et puis en fait c'est le retour de ton expérience qui va faire en sorte que ta peur diminue ou disparaît. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis femme d'action. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est comme ça que je résous mes problèmes. Oui. Oui. Et donc, quel est ton premier bilan aujourd'hui après ce trajet de 4 ans? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, toi, en tant que personne? Je pense donc le bilan positif. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Je reviendrai pas en arrière. J'ai aucun regret. J'ai l'impression que je vieillis ou plus vite ou que j'apprends plus. J'ai l'impression quand je disais tout à l'heure, ça fait 4 ans. En fait, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de temps que ça. J'ai fait tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes que c'était tellement intense. Et ce que ça m'a appris, en fait, je pense que ça démystifie. Ben, on parlait de vaincre ses peurs. Je pense qu'en fait, une fois que j'ai réussi à faire des choses qui me faisaient peur à l'époque, je me dis mais en fait, mais ça va, tout ça pour ça, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai gagné, je pense, en 4 ans, j'ai gagné en assurance, en confiance. Et mon mari me le dit aussi, il me dit, ah, t'aurais jamais dit ça avant, t'aurais jamais fait ça avant. Après, j'ai encore des peurs, hein. J'ai encore plein de peurs. Je passe encore quelques nuits blanches, mais je pense qu'avec cette expérience où en fait t'es seule, euh, à l'époque, tu vois, en fait, j'ai une grosse phobie depuis que je suis jeune, c'est vraiment parler en public, tu vois, c'est vraiment un truc, c'était ma phobie numéro un. Je tombais dans les pommes quand je devais m'exprimer en Ah public, oui, donc quand vraiment même. la grosse angoisse, ouais, vraiment profond, quoi. Et donc, quand j'étais à l'époque dans des grosses boîtes, on travaillait en équipe. Et donc, Ouais. forcément, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, bah, tu t'arranges pour pas devoir les faire. Donc, tu demandes à ton collègue, tiens, la présentation là devant les 15 personnes, tu l'as fait. Moi, je ferai les trucs que tu n'as pas tellement envie de faire. Donc, tu vois, on s'arrangeait Ouais. entre copains. Ah bah là, moi, aujourd'hui, j'ai personne à qui je peux déléguer les trucs que j'ai pas envie de faire ou qui me font peur, tu vois. Donc, je vis aujourd'hui de manière beaucoup plus intense parce que je peux pas me priver. Il y a des occasions que je peux pas refuser. Quand on m'a proposé de passer à la télé, quand tu essayes de te faire connaître, tu dis pas non, tu vois. Bien Alors tu dis sûr. oui, mais une fois que tu as raccroché, que tu as accepté, waouh, ça te tourne dans ta tête, t'es pas bien. Mais puis une fois que tu l'as fait, tu dis ouais, ok, ouais, ouais. En fait, no big deal, quoi. Tu le fais. Alors c'est sûr que tu peux toujours t'améliorer. Hein. Je prétends pas du tout que c'était nickel, mais je veux dire, il y a cette démystification ouais, je sais même pas si c'est français, je dis ça comme ça, mais de tes peurs et de. Je suis fière de moi en fait, tu vois, quand je fais des petites Voilà. choses comme ça pour lesquelles j'avais peur, je suis fière de moi et je me dis mais allez maintenant c'est la suivante et puis en fait t'avances, tu vois, donc Mm. tu. Oui. Oui, je pense que j'ai gagné en confiance et oui. Oui, et donc enfin, quand je compare avec ce que tu disais au début, quand tu parlais de ta carrière de salarié, où tu te disais, voilà, j'avais l'impression de plus avancer ou de me faner. Oui, Et donc là, tu es dans une dynamique complètement inverse, en fait. Au quotidien, tu découvres toi-même des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. ouais. Donc c'est vraiment génial, ouais. Oui, et alors j'aime bien résumer ça en disant, tu vois, qu'à l'époque, quand j'étais employée, j'avais des journées qui me prenaient de l'énergie et j'avais des nuits, ok, j'avais de bonnes nuits en fait, hein, je dormais bien. Et maintenant, c'est l'inverse, j'ai des journées qui me donnent une énergie, bon, pas tous les jours, mais globalement, qui me donnent une énergie folle parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai envie de me dépasser, parce que j'ai réussi à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant. Et donc aujourd'hui, j'ai des journées vraiment qui me donnent de l'énergie et des nuits beaucoup plus compliquées où j'ai des préoccupations de délais, de financières, enfin plein de choses, tu vois. Et donc ça s'est vraiment inversé, quoi. Oui. Donc bilan positif en tout cas Oui, pour oui, oui, toi-même. tout à fait. Ouais. Oui, Et enfin, tu nous as dit que pendant que enfin, tu avais profité de ton congé de maternité
ou en tout cas un 4/5e, je crois, hein, pour commencer ta formation. Donc tu as 2 enfants, des petits-enfants. Comment ça se passe au niveau plus logistique, pratique, pour combiner tout ça? Comment tu gères? Alors, comment je gère? Ça, c'est encore un travail qui est en cours, tu vois. J'ai pas encore trouvé la solution miracle. Ouais. Donc, en plus, travailler de la maison avec des jeunes enfants, donc moi, ils ont 4 et 7 ans, et leur expliquer qu'en fait, là, je suis pas disponible parce que je travaille, mais je suis dans la pièce à côté, c'est pas hyper compréhensible pour eux. Donc, Non. là, je te cache pas que c'est compliqué, Mm. effectivement. Mais je dirais que, en plus d'être hyper organisé, je pense que la clé, c'est de demander l'aide avant d'en avoir besoin. Donc, de déléguer des tâches pour se dégager du temps, que ce soit les laisser un peu plus tard à l'école, ou bien de faire livrer un repas, ou bien de prévoir une babysitter. Mm. Je pense qu'en fait, il faut demander de l'aide avant de craquer. C'est un peu ça la clé, quoi. Vraiment, parce Ouais. que c'est facile, hein. Tu te dis, mais non, allez, ça va me prendre 2 minutes, je vais faire à manger, tac, tac, boum. Ça. Et puis, en fait, oui, tu sais le faire, mais ça te prend du temps et ça n'a pas beaucoup de valeur de faire toutes ces tâches-là. Donc, Oui, puis ça t'ajoute du stress, hein, et donc qui dit stress ouais, dit aussi les pertes de patience, plus de ouais. fatigue. Oui. Enfin, que je dis, ça n'a pas beaucoup de valeur, ça n'a pas beaucoup de valeur dans le développement de mon entreprise. C'est ça que je veux dire. Oui. Parce que oui, ça a de la valeur pour la famille et bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, on a tous 24 heures dans une journée et se dégager du temps avant, avant de craquer, quoi. C'est vraiment Mm. ça. Donc, ça, j'essaie de le faire, oui. Mais donc le fait que donc tu as eu tes enfants, enfin donc concomitamment au démarrage ou à ta décision en tout cas de démissionner, de démarrer, etc. Enfin, tu t'es posé la question, est-ce que ça t'a quand même fait hésiter ou vraiment non, tu es allé voilà en confiance? Ça s'est imposé à moi dans le Oui. sens où j'aurais pas pu continuer avec 2 enfants dans un boulot qui me convenait pas. Donc mais physiquement quoi. Là je te Ouais. dis on demande de l'aide avant de craquer, c'est ça quoi. C'est Ouais. complètement ça. C'est on change d'option avant de se prendre le mur et donc euh, Ouais. c'était ouais Ouais. pas une question de survie parce que ça serait loin de dire, ce serait énorme de dire ça, mais le mur, je le voyais, tu vois, donc fallait que je bouge. Ouais. Ah, et donc, enfin, comment est-ce que tu envisages les années qui viennent aujourd'hui, ton avenir, tes perspectives? Alors, je fais pas de grands projets là, hein, en période Covid. Ouais, c'est pas évident. Il y a rien de démentiel qui se profile. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer ce que je fais, mais encore avec plus de confiance, tu vois, donc vraiment de, de continuer à m'exposer en fait. Je pense qu'il n'y a Mm. pas beaucoup d'autres choses pour se faire connaître, donc j'accepte presque tout. Et ce que j'ai vraiment envie de faire aussi, c'est de partir à l'étranger, chercher des pierres à l'étranger, à Bangkok. Ouais. Donc ça serait un truc que je pourrais faire. Mais vraiment par rapport au développement de ma société, c'est de continuer ce que je fais, mais avec, à mon avis, plus de confiance et plus de conviction encore, tu vois. J'ai déjà essayé quelques différents trucs et maintenant j'ai un peu une idée de ce qui marche et ce qui marche pas et là j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur sur ce qui marche et de le faire mais sans trop hésiter quoi vraiment Ouais. euh, et ouais et continuer à rencontrer des gens et voilà pour le moment c'est un peu ça donc prudence avec le Covid et cette période un peu bizarre, mais mettre un coup d'accélérateur sur les choses qui marchent, quoi. Est-ce que tu en as beaucoup souffert, je veux dire, au niveau de ton entreprise, du Covid J'ai souffert dans tout ce qui est organisation d'événements, tu vois, donc des Ouais. salons, Oui, bien des sûr. ventes, tout ça s'est tombé à l'eau. Là où j'ai pu quand même profiter de la situation, entre guillemets, c'est que les gens sont plus disponibles, et donc j'ai osé, j'ai contacté des gens qui, tu vois, des personnalités publiques ou des journalistes qui sont venus chez moi, avec lesquels j'ai pu développer, enfin, où j'ai eu un contact vraiment privilégié avec eux, tu vois. Alors, je pense pas qu'en hors Covid, les gens courent comme des dingues. Je pense pas que j'aurais eu cette occasion-là de pouvoir avoir ce genre de personnalité à la maison. Donc voilà, il y a les deux. Il y a les deux, ouais. Bilan mitigé.
tirer profit de toutes les situations, on va dire. Enfin, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être quelques conseils éventuellement pour les femmes qui souhaitent se lancer ou qui sont en tout début d'activité? Oui, les conseils, c'est toujours, Oui, après on parle de son expérience à soi évidemment, hein. Toute expérience n'est pas forcément transposable telle quelle, mais ça peut toujours donner des idées en tout cas. oui. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, peut-être, c'est de ne rien. Enfin, moi, ce que j'ai toujours fait, en fait, hein, et je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses, c'était d'être curieuse et de me confronter à différents environnements. Donc, vraiment, de me parachuter volontairement dans différentes choses. Ça ne doit pas toujours être des choses incroyables, mais vraiment de provoquer des nouvelles choses. Ou, je sais pas, moi, du tai chi ou du reiki, enfin tu vois, toutes des choses où pour moi c'était très très loin de mon univers, et je me dis tiens, je vais me parachuter dans un truc que je connais pas du tout, donc j'ai pas d'a priori, et puis il y a peut-être quelque chose qui va en sortir, tu vois, des cours les cours de bijouterie, c'était un peu ça vraiment, pourquoi pas aller voir un numérologue, enfin il y a plein de choses à découvrir qui sont divertissantes et qui peuvent déboucher sur autre chose, un contact ou parce que je trouve, enfin moi, je suis comme ça, j'ai plein de certitudes, j'ai plein de croyances, et j'aime bien de bousculer ça, tu vois, mais gentiment, parce qu'en rencontrant des gens différents, ça t'ouvre l'esprit, et puis ça donne confiance aussi, sur des choses où tu t'étais dit, mais non, ça marchera jamais, et puis en fait, tu dis, bah si, regarde, pour telle personne, ça l'a fait, et donc voilà, je suis pas très très fonceuse, donc moi, quand on me dit, vas-y, fonce, en général, je recule, tu vois. Par contre, j'ai ce côté créatif et audacieux où j'aime bien découvrir d'autres choses et donc explorer différentes possibilités pour voir ce qui est possible, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est important de garder. Ouais, c'est pas très engageant, donc tu prends pas beaucoup de risques, mais t'explores beaucoup. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien explorer, voir ce qui se Ouais, passe, c'est voir ça. comment c'est fait. Oui, et puis ça stimule en fait ta créativité parce que au final, bah, ça peut te donner des idées, enfin en sortant de son cadre, hein, puisque c'est ça, ça te donne des idées que tu n'aurais pas eues par ailleurs. Oui, oui. Et puis quand tu regardes en arrière, moi quand je regarde en arrière, toutes les choses, hein, enfin, qui avaient l'air peut-être farfelues à l'époque en nous disant tiens, je vais faire ça et ça et ça. Et puis en fait, quand tu regardes en arrière, en fait, il y a un fil rouge qui se Oui, dessine. Tu te c'est dis mais ça. en fait, c'est du sens. Quand j'ai fait ce cours de tai chi, ben, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait rebondir sur quelqu'un d'autre. Et puis en fait, je suis là aujourd'hui où je suis grâce aux rencontres que j'ai faites et à toutes ces expériences, farfelues ou non, tu vois. Mais vraiment, par ouverture d'esprit, je pense que ça, oui, pour moi, ça a été porteur, quoi. Oui, oui, je te rejoins très fort là-dessus parce que c'est vrai que moi aussi, depuis que j'ai commencé mon trajet, c'est exactement quoi, c'est de rencontre en rencontre. En fait, il y a des opportunités qui se créent, des idées qui se forment et en fait, quand tu retraces le chemin que ça a pris, tu te dis mais enfin, c'est complètement fou, jamais j'aurais imaginé. Donc Mhm. mais bon, c'est assez fascinant, je trouve, en fait, quand tu dis bon bah je suis arrivée là et quand je remonte l'histoire, c'est une série de coïncidences, de hasards. Finalement, on se dit il y a pas de hasard, hein. Oui, C'est tout à fait frappant, ouais. oui, tout à fait. Mais donc, vraiment, prendre les opportunités et être curieux, quoi. Ça, c'est Ouais, un truc. ouais, c'est ça. Et toujours en restant aligné avec ses valeurs, hein, et Oui, son bien pourquoi. Je sûr. pense que ça c'est important, hein. C'est vraiment se laisser guider en tout cas par ce qu'on a à l'intérieur, Mhm. par ses émotions, par son cœur. On peut pas se tromper à ce moment-là, je crois. Non, non, c'est sûr, c'est Ouais, sûr. Et pas se faire influencer, vraiment, le faire pour toi et sans attente, tu vois, pour pas être ouais, déçu, mais vraiment, vraiment une curiosité saine, quoi. ouais, Vraiment c'est ça. ça. Ouais. Ok. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient te contacter ou aller voir tes créations? Oui, ben, j'ai un site internet qui est www.audreyhuet.com, donc Huet c'est Huet. Je suis également sur Facebook et Instagram. Voilà, je suis assez disponible. Je peux donner mon adresse email également aussi, je sais pas. Enfin voilà, tout sur mon site internet, mais Oui, c'est sur ton site. Mais sinon, je oui, mettrai aussi dans les notes. Comme ça, tout le monde peut te retrouver. Mais voilà, tu es libre de la donner, bien sûr, hein. oui, bah voilà, tout est sur mon site, donc ce sera encore plus simple pour chacun d'aller à la pêche aux infos, voilà. Mais donc
je suis disponible. Et alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis assez mobile. Donc, les businesswomen qui n'ont pas le temps de venir chez moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, c'est que je me déplace chez elles, que ce soit des notaires, des chirurgiens. Entre deux rendez-vous, je me déplace, ou que ce soit en Belgique, pour leur faciliter la vie. Et donc, voilà, ça, c'est ce que je fais aussi. Ça, c'est top, hein, quand on est femme active et effectivement qu'on arrive à pas toujours à caler les choses dans son agenda. Ça peut être super pratique. Audrey, merci beaucoup pour cette conversation. C'était très chouette. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci à toi pour ton écoute et tes questions. Écoute, je suis ravie. Ça peut servir à d'autres, vraiment, avec grand plaisir. Oui, et puis bon, on reste en contact, hein, de toute façon. Absolument. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.